Après avoir été fermée pendant 72 ans, la classe de saxophone du conservatoire, dirigée jusqu'en 1870 par Adolphe Sax lui-même, est rouverte en 1942 sous l'impulsion de Claude Delvincourt. L'enseignement en est confié à Marcel Mull, qui dirigera cette classe jusqu'en 1967, date à laquelle il prendra sa retraite à Sanary. C'est là où nous le retrouvons, 27 ans plus tard. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous en êtes venu à apprendre le saxophone? Oui, c'est extrêmement simple, c'est parce que mon père en jouait lui-même. Il était en province, dans un petit pays de 2000 habitants, où il dirigeait la fanfare. Il avait précédemment été beaucoup à Paris, jusqu'au moment où il s'était engagé pour faire son service militaire, dans une musique. Et ma foi là, comme il était très doué, il avait appris beaucoup de choses. Il avait fréquenté et assisté à beaucoup de concerts. Il avait lui-même des camarades au régiment qui étaient très, très bons instrumentistes, mais pas tellement dans le saxophone, mais plutôt dans les autres. Et ma foi, il avait retenu l'essentiel de tout cela. Il était devenu un excellent musicien amateur. Il jouait le saxophone très bien pour l'époque. On jouait comme cela, n'est-ce pas? On jouait avec un son que j'appellerais le son droit, n'est-ce pas, comme les clarinettistes au fond. Pas? On peut avoir une belle qualité de son et puis donner un peu moins d'intensité expressive que l'on le fait maintenant. Mais il était vraiment d'un haut, très haut niveau. Et il m'a appris à jouer comme cela et il m'a mené en somme au maximum de ce qu'il savait faire lui-même. Je suis arrivé même à le dépasser. Les enfants, ça va toujours un peu plus haut. Et puis à la fanfare, j'appartenais à la fanfare, moi, après. Mais la fanfare, c'était peut-être à cette époque la seule possibilité d'apprendre le saxophone. Ah, ben, je pensais bien. Mais comme il était saxophoniste et qu'il dirigeait cette fanfare, il donnait beaucoup d'importance au saxophone, tant par la qualité que par la quantité. Ouais. Je me rappelle qu'on était une douzaine de saxophonistes, sur quoi? Sur 40 musiciens, peut-être. Et il préférait cela parce qu'il trouvait que les saxophonistes, même amateurs, jouaient mieux de leur instrument que des trompettistes ou d'autres instruments en bouchure. Alors, peu de temps après, alors ça c'était entre 7 ans et demi et 9 ans. À 9 ans, alors j'ai commencé le violon, le violon, pendant plusieurs années, jusqu'à la guerre de 14, avec un professeur de la sous-préfecture, puisque j'étais en Normandie, professeur de Bernay. Et puis... Vous avez fait du piano aussi? Après, oui, j'ai fait du piano, oui. Alors ça, c'était amusant d'ailleurs. Parce que c'était mon professeur de violon qui me donnait les leçons de piano. Ah bon? Et il n'était pas très très fort comme pianiste, mais enfin, il me faisait travailler tout de même le piano. Bon. Puis un jour, il a décidé, il dit « Oh non, bah maintenant je ne peux pas continuer à te faire travailler. Je vais te faire connaître un professeur de piano de Bernay aussi, qui lui était très bon professeur, un bon pianiste, c'est ça. Et qui a été surpris que je fasse cela. Bon. Et il a dit, bah oui, il a des facilités, il voulait me pousser, me faire travailler en vue de mon admission à Paris, à un point qu'il a donné pendant 1 an. Il m'a pris comme élève chaque semaine. J'allais de mon petit patelin là, jusqu'à Bernay, et il m'a pris chaque semaine, tout cela gratuitement, pendant 1 an. Puis ma foi, au bout d'1 an, mon père a jugé que ce n'était pas raisonnable de continuer dans ces conditions-là. Il lui a fait savoir vraiment, d'une façon définitive, qu'il ne fallait pas compter que j'aille à Paris, au conservatoire, même si j'en avais la valeur un jour. Parce qu'il n'aimait pas, il avait peur du métier de musicien. Mon père avait vu à Paris, il avait fait son service militaire en grande partie à Paris, dans une musique. Il avait vu ce qui se passait à l'époque pour les musiciens. La situation n'était pas brillante. Il vivait au cachet, c'était pas reluisant. Il disait vraiment, c'est pas un métier solide
Alors lui, il ne voyait qu'un métier, enfin, c'était le métier d'instituteur. Alors il trouvait ça tout à fait... Vous avez d'ailleurs été instituteur tout à fait quelque épatant. temps. Eh bien oui, comme il m'a inculqué, non pas cette passion, mais ce désir d'être instituteur, bon, je suis allé d'abord à l'école supérieure, primaire supérieure, puis au bout de 3 ans, l'entrée à l'école normale. Bon, avant c'était automatique. Quand on sortait de l'école normale, on avait un poste. Alors ce qui est assez amusant d'ailleurs, j'ai eu un poste d'instituteur dans le pays où j'avais appris à lire. Bon. Et je me suis retrouvé avec mon ancien instituteur comme directeur. Moi j'étais adjoint. Et en fait, c'est grâce à votre service militaire que vous avez renoué avec la musique. Et oui, Parce que vous faisiez partie parce d'une que fanfare voyez, aussi. je suis arrivé, oui, je suis arrivé au 5e, ma foi, comme un bon instrumentiste, pris au sérieux par le chef. Enfin, le chef me dit, au bout de quelque temps, ne voyez que par moi. Bon, je ne savais pas que je jouais si bien. Enfin, pour lui, bon, ça m'a épaté. Alors, bon, moi-même à Paris, comme mon père l'avait fait, j'ai connu les virtuoses, j'ai connu des grands concerts, j'ai connu des théâtres comme l'opéra comique, où j'allais, ce qu'on appelait au poulailler dans ce temps-là. Mais j'y allais assez souvent. Et tout ça m'a formé le goût d'entendre des concerts, d'entendre... Je me suis formé le goût en écoutant. Et c'est Plutôt, aussi à cette époque-là que vous avez commencé à reprendre des cours oui. avec Gabriel Guillaume, c'est Ah ça? oui, ça, le violon, oui. Oui. Le violon, au bout de 2 ans que j'étais à Paris, j'ai fait la connaissance de Gabriel Guillaume, qui m'a beaucoup apporté. Mais pourquoi vous n'êtes pas devenu en fait violoniste? Parce que Mais parce que c'était trop tard. c'était trop tard. J'avais déjà 20 ans, ou presque. Oui. Je ne pouvais pas rattraper ce retard-là. Et vous n'avez jamais regretté par la suite d'être devenu saxophoniste? C'est-à-dire que pendant un temps, oui, j'aurais préféré rester violoniste, évidemment, plutôt que de me consacrer au saxophone. Mais le saxophone, ça a été mon instrument préféré pour une raison, c'est que c'est celui qui m'assurait la subsistance. Je faisais, il y a eu un concours à la musique de la Garde. En 1923. En 1923, oui, et c'est là que ça s'est décidé. Autant mon père avait peur pour le métier de musicien, mais il savait qu'à la Garde, il y avait tout de même un certain fixe qui tombait tous les jours. Bon, on fait autre chose à côté, il y avait beaucoup de liberté, comme il y en a encore. Bon. Alors, ça faisait des mois intéressants, beaucoup plus intéressants que celui que je touchais quand j'étais instituteur. C'était un ensemble d'instrumentistes remarquables. Alors, ça faisait un ensemble qui était un excellent moyen de former l'oreille. Et ça m'a beaucoup apporté. D'abord, le répertoire lui-même. Bon, on jouait des transcriptions, bien sûr. Mais enfin, c'était intéressant du point de vue musical. Ça a été une partie de ma formation. Alors, à ce moment-là, déjà, comme j'étais soliste à la musique de la Garde, on me demandait pour aller faire des suppléments dans les concerts. À ce moment-là, il y avait la Société des concerts des conservatoires, il y avait l'orchestre de Cologne, l'Amoureux, Padeloup. Un jour, j'étais habitué à jouer Werther, et vous savez, de tout cela, je gardais l'empreinte de la jeunesse pour jouer mon instrument. Alors qu'à côté des choses sérieuses, comme Werther ou autre chose, bon, et la Garde, où j'étais soliste, j'étais devenu soliste, bon, on trouvait que je jouais bien. Bon. Mais je jouais comme ça, comme on jouait dans le temps, comme sans expression ondulée, c'était une expression plutôt intérieure. À l'opéra comique, je jouais comme ça aussi, bien entendu. Et un jour, il y a eu un ballet qui comportait des danses de l'époque. Il y avait un peu de tout, il y avait même un foxtrot, il y avait un one-step, il y avait des choses comme ça, c'était un ballet. Avec d'Édouard L'Enfant, c'est ça? Un blues, oui. D'Édouard L'Enfant, oui. Un excellent musicien d'abord qui s'appelait Édouard L'Enfant, oui. Et que je connaissais dans le métier, parce que je faisais beaucoup de métiers dans les orchestres de jazz à ce moment-là, où je jouais différemment d'ailleurs. Pour quelle raison? Je jouais différemment parce qu'il fallait. Il fallait que le son soit plus ondulé, même à l'excès, pas beaucoup. Je le faisais d'une façon excessive. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais outré. Mais j'ai été obligé de m'y mettre, mais à faible dose, je dois dire.
Vous parlez du vibrato? Oui, en parlant de je modulation. parle du vibrato, à faible dose. Mais quand même, j'étais très coté, même dans les milieux de jazz, j'étais coté pour ma sonorité. Je me suis trouvé donc devant ce ballet où il y avait un blues, et dans ce blues, il avait souligné, il y avait un petit solo de saxophone, il avait souligné très expressif. Bon, j'ai compris tout de suite ce que ça voulait dire, puisque c'était dans le genre du jazz. Moi, je me suis dit, à l'opéra comique, je ne peux pas me permettre ça. Il ne faut pas que je joue comme je joue dans les orchestres de jazz, c'est pas possible. Et j'ai joué d'abord comme je jouais à la Garde, comme je jouais ailleurs. Bon. Et puis, à peine avait joué quelques mesures, il était à la répétition, la première répétition. Alors il bondit vers moi, il me dit, mais vous savez que j'ai mis très expressif. J'ai dit, oui, j'ai vu. Il dit, avec vibrato. Il dit, comment ça? Je dis, vous savez. Il dit, oui, mais je vous connais, on se connaît, je sais bien comment vous jouez dans les orchestres de jazz et tout. Bah oui, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas le même milieu. C'est pas le même milieu musical. Alors, je ne peux pas jouer comme je joue dans les orchestres de jazz. Il me dit, si, j'y tiens essentiellement, jouer comme j'ai l'habitude de vous entendre dans ces orchestres, voilà, jouer comme ça. Bon, alors j'ai joué comme ça. J'ai dit, ben, vous le verrez bien, hein. C'est vous qui l'aurez voulu. Bon, puis ma foi, surprise, ça a été accepté. Non seulement accepté, mais il y a eu comme un assentiment général de l'orchestre. Il y en a qui se levaient, qui disaient, tiens, comment ça se fait qu'il y a un nouveau saxophoniste, c'est pas le même. C'était toujours le même, seulement il avait changé son jeu. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a attiré l'attention aussi. Puis j'ai été conseillé par des camarades même de la Garde, ils disaient, mais tu devrais jouer comme cela, la Garde, pourquoi pas? Ah bien, je dis oui, on verra ça. Et petit à petit, je m'y suis mis d'ailleurs, en apportant timidement un élément expressif, ce fameux vibrato dont nous allons sans doute reparler. Et puis, ma foi, c'est ce qui a fait mon succès. Et c'est ce qui a fait en même temps le succès de l'instrument. Alors je dis toujours, c'était une coïncidence assez bizarre, parce que cette séance de l'opéra comique a marqué une évolution assez sérieuse de ma façon de jouer, qui a d'ailleurs engendré mon succès personnel et surtout le succès de l'instrument. Et c'était un peu de cette époque-là, parce qu'il se trouvait qu'un saxophoniste de la Garde, un saxophoniste en somme classique, quoi, émergeait avec une autre façon de jouer, qui se rapprochait d'autres instruments expressifs eux-mêmes, ne serait-ce que les instruments à cordes, ne serait-ce que la voix aussi, c'est un instrument sérieux. Alors, ce ballet, coïncidence d'ailleurs, s'appelait Évolution. Et ce ballet Évolution marquait mon évolution personnelle. C'était assez amusant. Et petit à petit, je me suis façonné une sonorité moi-même, pour l'adapter à toutes les circonstances dans lesquelles je collaborais dans tous les orchestres, les grands orchestres. Est-ce que vous vous rappelez de la création du Boléro de Ravel? Ah oui, en 1928. Ça c'était en 28-29, oui. Là, oui, j'ai joué le boléro avec le vibrato. Oui, alors pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé exactement? Parce que sur la partition, c'est marqué Sopranino en fa. Ça, j'ai jamais. Vous savez que Ravel, on lui parlait difficilement parce qu'il était assez fermé. Oui, on n'avait pas l'occasion de lui parler beaucoup. Alors quand il venait, il ne disait rien, il aurait fallu lui demander pourquoi. Mais quand j'ai vu la partition avec la partie de saxophone avec trois instruments, il y avait le sopranino en fa, d'après lui. Qui n'existe pas. Moi, j'en ai jamais vu en tout cas. Mais il y avait des instruments en fa dans l'Europe centrale certainement, parce que je me rappelle avoir joué une chose d'un compositeur, je ne me rappelle même pas le nom, mais il avait mis un saxophone alto, lui, en fa. Bon. C'est dire qu'il voyait le saxophone en fa comme les cordes, je ne sais pas, enfin. Bon. Et il avait donc mis une partie au sopranino en fa, mais sopranino en fa, il ne pouvait pas faire toute
tout le thème, c'était pas possible. Il y avait le grave qu'il ne pouvait pas faire. Et il avait ajouté le saxophone soprano en si bémol. Bon. Alors, comme c'était le thème complet, moi, je n'ai jamais joué de sopranino, qu'il soit en mi bémol ou en fa, j'en ai pas joué. J'ai toujours joué ça à la création, à l'opéra, puisque ça a été créé à l'opéra. J'ai toujours joué au soprano. Et personne n'a jamais rien dit. Même Ravel? Et lui-même n'a rien dit. C'est donc, je pense que c'était une erreur, moi, de sa part. Je crois. C'est bizarre, d'ailleurs, pour lui. Pas- On n'ose pas dire qu'il a fait une erreur, parce que c'était un orchestrateur. Malgré tout, il ne maniait pas le saxophone comme les autres instruments. Il n'avait pas l'occasion. Alors, mais comme il n'a jamais rien dit, et c'était plus logique que nous le jouions, quand même. On n'imagine pas le trombone, par exemple, commençant par une trompette. Et puis la partie grave faite par le trombone. Il n'y a pas de raison. Et vous avez joué aussi le boléro sous la direction de Karajan. Que pensez-vous du chef d'orchestre? Ah, il m'avait impressionné. J'avais trouvé que c'était un chef d'orchestre remarquable. Il obtenait un résultat sensationnel avec l'orchestre, évidemment. C'était très sérieux. Et le boléro même, il l'avait disséqué, bien fait travailler rythmiquement, de ça, c'était très en place. C'était l'exécution dont on pouvait rêver. Vraiment, c'était excellent. C'est comme ça que Karajan, donc, a découvert le saxophone, lui, comme on le jouait. Est-ce qu'il appréciait le saxophone? Mais oui, ça l'a surpris. Il vient vers nous. Je lui dis, tiens, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il n'est pas content ou bien quoi? Mais pas du tout. Il est venu nous féliciter et puis se renseigner de comment on obtenait cela. Tout ça, il a voulu qu'on lui fasse une démonstration. Voilà, et c'est comme ça qu'il a été conquis, mais vraiment conquis de telle façon que des années après, il demandait des saxophonistes français, en l'occurrence c'était Daniel de Faillet, et puis un de ses camarades, soit Jacques Théry ou un autre, pour aller jouer le boléro à Berlin avec lui, et partout. Et il y tenait essentiellement, parce que vous savez que Karajan, c'était un peu la dictature, hein. Il faisait ce qu'il voulait là-bas, comme chef. Il employait qui il voulait. S'il tenait un élément, on ne pouvait pas lui refuser. Il est allé jusqu'à offrir son avion une fois à Daniel pour qu'il puisse arriver à temps à la répétition qui avait lieu le lendemain. Il vous est arrivé de remplacer au pied levé la trompette Ah dans oui, le concert ça c'est Brandebourgeois numéro 2 de une Bach. anecdote amusante, oui, bien sûr. Oui, alors ça c'était Casals, c'était au festival de Prades. C'était Casals qui dirigeait ça. Et surtout du Bach, c'était pas principalement. Lui-même jouait aussi en soliste. Bon. Et puis, ma foi, on avait engagé, c'est pas lui, mais un trompettiste, je crois que c'était un Anglais, et quand le trompettiste est arrivé à la répétition, Casals prenait des mouvements un peu rapides. D'habitude, on ne jouait pas si vite. Alors, le trompettiste, un peu affolé, n'en est pas sorti. Bon, dès le démarrage, ça n'a pas marché. Alors, Casals n'était pas content. À ce moment-là, il y avait très peu de trompettistes qui pouvaient jouer ça. C'est pas le cas maintenant. Quand il joue ça avec la petite trompette, et ça va tout seul. Mais dans ce temps-là, on parle d'il y a bientôt, pas 50 ans, mais 45 ans. Alors, ou 40 ans. C'était pas répandu. Il y en avait 3 ou 4 qu'on citait, mais aucun n'était libre. Alors, c'est un violoncelliste de l'époque, Paul Tortelier, un violoncelliste remarquable, et qui a suggéré à Casals de me demander de jouer ça au saxophone. Casals a dit, mais comment, c'est pas possible. Ah ben si, vous allez voir, il l'a déjà fait. Bon, je l'avais déjà fait jouer avec Munch une fois. Bon, alors, si, vous allez voir. Première répétition, premier mouvement du concerto brandebourgeois. Bon, alors, beaucoup plus vite que ça d'ailleurs. Et puis, au saxophone, c'est pas tellement difficile. Alors, ça l'a étonné. Si bien qu'à la fin du thème, l'entrée,
bravo, monsieur. Il dit, c'est amusant, ça c'est le côté anecdotique. J'en revois la scène comme si j'y étais encore. Et vous avez créé le Concertino da Camera d'Ibert en 1937, Ah. alors qu'il était dédié au saxophoniste américain Sigurd Rascher. Oui, pour quelle raison? Rascher l'a créé ailleurs, lui. Il ne l'a pas créé en France, mais il l'a créé ailleurs. Et pourquoi Ibert a noté sur la partition des harmoniques? Et parce qu'il lui a fait une démonstration comme cela. Alors ça l'a épaté, Ibert. Bon. Puis après, quand il me l'a soumis, je lui ai dit non, moi, vous savez, je ne jouerai pas ça. Non, non, non. Alors il me dit, oh, mais non, mais j'ai une version en dessous, là, je verrai. Et c'est lui, à la suite de cela, qu'il a dit, ben, je préfère comme ça. Je n'ai pas fait dire. Et justement, j'ai eu des réflexions. La première fois que je l'ai joué à la radio, avec un chef d'orchestre qui s'appelait René Baton et qui dirigeait à la radio à ce moment-là très souvent. Et c'est avec lui que je l'ai créé à la radio. D'ailleurs, on avait répété ensemble chez Ibert, avenue des Lots, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il aimait beaucoup cette œuvre-là. Il aimait le larghetto, me dit tout ça. Il dit, oh, on dirait une voix de femme, une voix de... Bon. Ben oui, ben si on fait des harmoniques, c'est pas ce que c'est. Hein, c'est peut-être un rossignol, mais j'aime mieux le rossignol. C'est une pièce qui vous tient beaucoup à cœur. Bah, c'est-à-dire, je l'ai joué beaucoup. Beaucoup. Oui, bah, puis je connaissais bien le compositeur, je le voyais très souvent. Je peux dire que je le voyais toutes les semaines, ou presque. Parce qu'il faisait une quantité de musique de film. Il mettait toujours un saxophone. Et un saxophone éloquent. On entendait parler. Comme ça qu'il le construit. Vous avez décidé de former un quatuor de saxophone en 1927 alors qu'il n'y avait pas encore de répertoire. Comment réagissait le public par rapport à vos programmes de concert qui étaient essentiellement constitués de transcriptions et d'arrangements? Ben, il réagissait magnifiquement. Il retenait simplement l'effet produit de 4 instruments qui s'associaient bien, au fond, enfin, qui étaient bien faits pour jouer ensemble, on va dire. Alors, la sonorité lui plaisait, le groupe lui plaisait. Les œuvres, c'était des choses accessibles que l'on présentait. Alors, ça faisait un élément de plus pour que le public apprécie. Bon, mais on avait même l'audace devant l'indigence de notre répertoire, on a eu l'audace de présenter des quatuors de Mozart. On avait 2 quatuors, oui, et dont celui des dissonances. Bon, pas mal. Et mon ancien professeur de violon, mon ancien Gabriel Villaume, a entendu ça un jour, le quatuor des dissonances, à la radio. Il m'a téléphoné. Alors, il dit, eh ben, j'ai entendu votre quatuor hier, là. Et c'était formidable. Mais ça convient parfaitement. Il dit, c'est mieux qu'au quatuor à cordes. Alors là, je ne suis pas de son avis, mais enfin, c'est pour dire que l'impression que ça faisait. Et il y a d'autres, des gens comme le critique musical de l'époque, un des critiques, Robert Bernard aussi, qui a très bien apprécié cette histoire-là aussi. Et on avait l'audace, c'était de l'audace. On n'aurait pas cette audace maintenant. Mais dans ce temps-là, on le faisait. Notez qu'il paraît que ça revient. Mais certains compositeurs ont contribué à élargir le répertoire, notamment Pierné. Ah ben Pierné, ça, c'est un modèle évidemment. Mais il faut l'expliquer. Notre plus grand succès avec cette musique de Pierné, c'était aux Jeunesses musicales, quand cette œuvre était présentée par Georges Gourdet. Il présentait ça magistralement. On ne peut pas mieux faire. Parce que je savais que c'était un orateur, lui, Gourdet. Et il trouvait les termes qu'il fallait facilement pour présenter les œuvres. C'était très bien. Il les analysait très bien et il les présentait d'une façon très compréhensible. Alors, avec lui, quand il avait désarticulé, on peut dire, cette œuvre, par morceaux, le public comprenait. Et même les jeunes, alors, ils comprenaient. Et ça avait énormément de succès. Sinon, c'est pas pareil. On ne reçoit pas ça non plus
sauf les connaisseurs, évidemment, parce que c'est de la musique magistralement écrite, évidemment. Comment avez-vous réagi face aux difficultés du quatuor de Florent Schmitt? Ah, Florent Schmitt, c'est autre chose. Ben, Florent Schmitt, c'était un fervent aussi du saxophone, il aimait beaucoup. J'avais eu l'occasion de le rencontrer et je lui avais demandé de nous faire un quatuor. Ma foi, un jour, au cours d'un examen au conservatoire, il était du jury. C'était un examen au mois de mai, il y avait des examens à ce moment-là au mois de mai. Et alors, je le vois monter vers l'estrade, là, puis il me dit, confidentiellement, je viens de commettre un quatuor. C'était lui, ça. Je viens de commettre un quatuor. Ah ben, je dis, j'en suis ravi. Il dit, oui, je vais vous envoyer les partitions bientôt. Bon, très bien. Alors, évidemment, on a pris contact avec cela. On a tout de suite jugé que ce ne serait pas une chose qui déplacerait les foules, malgré toute la valeur que ça peut représenter. Pas. Mais enfin, on a beaucoup apprécié le premier mouvement. Bon, le deuxième, beaucoup moins. Le deuxième, on trouvait qu'il était vraiment difficile à admettre pour le public. Le troisième, très bien. Et le final, très bien. On le jouait avec beaucoup de plaisir. Maurice Ravel, vous avez promis d'écrire un quatuor de saxophone. Oui, pas tout à fait, mais enfin, on lui a fait demander, il avait accepté, on lui avait fait demander par une critique musicale de l'époque, et il paraît qu'il avait accepté. Parce que j'avais transcrit des mélodies, mais pas des mélodies, des chansons, ça s'appelle des chansons, mais c'est pas chansons médicales, ça c'est pas ça. Il y a la belle collinette dedans, si ça vous dit quelque chose. La bergère, collinette, ça. Bon, et on jouait ça, nous, au quatuor, un jour, on a joué ça. Et tiens, c'est amusant, on va jouer ça, puis on va l'en informer. Et il l'a entendu, ça l'a amusé, il a dit, mais tiens, mais oui, c'est très bien, bon, etc. Bon. Et il avait accepté de faire un quatuor, on a été ravis. Ma foi, il est tombé malade à peu près à la même époque, à quelques semaines près. Alors, il n'était plus question de ça. On l'a bien regretté parce qu'il aurait peut-être réussi. C'était possible. S'il avait réussi aussi bien que son série de cordes, ça serait bien. Le quatuor de saxophone a-t-il pour vous beaucoup de similitudes avec le quatuor à cordes? Ah oui, moi je pense. Il y a un instrument peut-être qui émerge un peu plus, qui paraît se différencier, c'est le soprano. C'est celui qui le joue de bien se fondre avec le reste. Mais enfin, d'ailleurs, il y a un compositeur que vous connaissez bien, Pierre Lantier, qui un jour à la radio a déclaré que quand il avait découvert le quatuor, ce qui l'avait surpris, c'était l'expression qui s'en dégageait. Il dit, on dirait des instrumentistes à cordes. Voilà. Il y avait un critique aussi qui avait une formule heureuse, c'était Émile Villermoz, c'était un grand critique de l'époque. Il appelait ça, le saxophone, il appelait ça le violoncelle des cuivres, lui. C'est une formule heureuse aussi. C'était vrai. On essaye. Alors, on n'essaye pas. On prend. Moi, j'ai essayé de reproduire ce que j'entendais chez d'autres instrumentistes. J'ai connu des flûtistes de l'époque remarquables et qui étaient bons à copier, qui imprégnaient, qui impressionnaient l'oreille. Et l'oreille, si elle peut enregistrer, on est mieux placé pour reproduire, évidemment. Il faut pouvoir enregistrer. C'est là que c'est le meilleur professeur. C'est celui que vous entendez qui joue bien. Moi, je me rappelle très bien, au conservatoire, ça m'arrivait souvent. Quand j'avais un élève, et ils étaient nombreux, qui jouait très bien, mais j'ai joué quelque chose dans le domaine expressif, bien sûr. Et puis, quand il avait fini, quand il avait bien réussi, ce qui arrivait très souvent, je me tournais vers ses camarades et je disais, qu'est-ce que vous en pensez? Et inévitablement, ils étaient tous d'accord. Oui, 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 très bien, très bien. Mais je leur posais une question qui les embêtait après. Je disais, mais pourquoi? Pourquoi c'est bien? Ça ne les embêtait pas parce qu'ils savaient pourquoi. C'est ça qu'il faut, c'est leur donner l'analyse de ce qui est beau. Il faut leur communiquer cette analyse. Alors, ils l'obtiennent avec ceux auxquels ils enseignent aussi après.
C'est une chose qui se déroule indéfiniment, si on l'entretient. Je ne vois que ça, vous savez, dans l'instrument, comme dans les voix, et n'importe quel instrument que ce soit, je ne vois que ça, le côté qui évoque le lyrisme. Quelque chose qui parle, qui raconte une histoire. Ouais. Il y en a un qui a dit ça. Une fois, c'est un beau compliment qu'il m'avait fait, il s'en doutait pas. En Italie. J'avais un petit passage à faire au soprano dans une pièce, je ne sais plus de qui c'était, d'Apsil, je crois bien, oui, avec orchestre. Là. Et il a dit à Georges Gourdet, justement, il a dit, ah, c'est curieux. En parlant, il dit, c'est curieux, il raconte toujours une histoire. Vous avez eu le Grand Prix du disque avec le quatuor de Gabriel Pierné. Ah oui. C'était en 1936. Oui, en effet. Et oui. que signifiait pour vous cette récompense? Ben, ça signifiait qu'on avait pris notre groupement au sérieux, et puis l'œuvre aussi, bien sûr. Et comment étiez-vous considéré par rapport aux autres ensembles de musique de chambre? Ah, je ne dirais pas qu'on est surpassé, ce n'était pas le cas, mais au même niveau. Au même niveau. Oui. Vous savez, les gens, c'est une question de répertoire principalement. Si vous présentez bien, si c'est bien au point de vue justesse, au point de vue ensemble, tout ça, point de vue nuance, vous parlez d'interprétation. L'interprétation, elle est facile, à mon sens, elle est écrite. Bon. Et faisons ce qui est écrit, et c'est déjà beaucoup. Alors, y ajouter son souffle personnel, peut-être à son insu, on le fait. On y ajoute ce que l'on ressent. Mais pour nous, on n'ajoute pas. Ça paraît naturel. Et cependant, ça ne l'est pas. Il y a un souffle qui est personnel chez chacun. C'est ce qu'on appelle la sensibilité. Elle peut être en volume, elle peut être moins forte, mais il y a toujours une sensibilité. Que ce soit dans les nuances ultra piano ou forte, il y a toujours une sensibilité à marquer.
Vous avez effectué de nombreux enregistrements en soliste et en quatuor. Était-ce pour vous aussi important que de jouer en concert? Oui, mais beaucoup plus difficile. Pour quelle raison? Bah, parce que, je sais pas, il y avait une ambiance glaciale dans un studio. C'était effrayant. Je n'aimais pas ça parce que, quand je voyais cette lampe rouge allumée dans le studio, je dis, ah, faut se taire, maintenant, il ne faut plus rien dire. Et il n'est pas question de préluder, n'importe quoi, c'est terminé, il faut jouer. Ben, on n'est pas toujours disposé. Tandis que dans une salle, c'est pas la même chose. Les premières notes, bah oui, ça part. Et puis le reste suit. Et on raconte son histoire. Beaucoup plus que dans un disque. Le disque, ça, je n'aimais pas. Mais c'est vrai que vous n'aviez guère droit à l'erreur, parce qu'on faisait une Ah. prise et c'était tout. Oh, dans mon temps, non, il n'y avait pas de... non. À la fin, quand même, si j'ai connu une époque où on pouvait enregistrer sur bande, alors là, ça allait bien. Mais quand on enregistrait sur cire, comme ça, là, c'était moins drôle parce qu'il fallait tout refaire. Même si ce n'était pas vous qui vous trompiez, quelqu'un de l'orchestre qui ne jouait pas, comme ça m'est arrivé avec Hibert, dans le final, le flûtiste qui avait oublié de jouer, ben évidemment, il a fallu recommencer. Et avec du recul, quel est pour vous votre meilleur enregistrement? Oh, ça, non. Ça, j'en ai pas. J'en ai pas de bon. Non. J'en ai pas qui me plaisent vraiment. Il y a toujours quelque chose à dire. Alors, c'est difficile de dire l'un plus que l'autre, non. Il y a des passages qui me plaisent. Il y a des passages. Oui. Dans quelle pièce? Dans Jacques Ibert, il y a le Larghetto qui me plaît. Avec Avant-guerre, alors, l'enregistrement que j'ai fait en 1937 avec Philippe Gaubert. Vous avez fait du quatuor pendant plus de 40 ans. Était-ce pour vous une nécessité? Non, ça me plaisait beaucoup, vous direz. Je préférais faire du quatuor que de jouer en soliste. Je préfère ça. Pour quelle raison? C'était un ensemble qui me satisfaisait davantage l'oreille que de jouer tout seul. Vous Ouais. aviez peut-être plus de liberté au niveau d'interprétation? Non, oh, non. Oh, ben, vous savez, quand on joue en soliste, si le chef le veut bien, il vous suit toujours. Hein. À moins qu'il vous bouscule, quelquefois c'est arrivé. Il y avait Charles Munch qui était un grand chef d'orchestre, mais quelquefois il était très pressé. Ouais. C'était amusant. Il m'a fait cela en Amérique d'ailleurs. Un jour, on avait joué un train d'enfer, la balade. Ah oui, oh, oh, j'ai dit. Après, je lui ai dit, on a été vite ce soir. Je lui ai dit, ah, j'aime ça comme ça. Bon, très bien. Il aimait ça comme ça aujourd'hui. À une certaine période de votre vie, dans les années 20, vous avez joué régulièrement dans les orchestres de jazz. Y accordiez-vous une grande importance par rapport à la musique classique? Non, je faisais ça comme gagne-pain, peut-on dire. C'était pas mon orientation. Mon orientation, c'était la musique symphonique, de préférence à la musique de danse, car le jazz, c'était quand même de la musique de danse. J'étais ravi quand il y a eu la possibilité de faire des concerts et de faire même des enregistrements. C'était pas pareil, hein, des enregistrements avec des vedettes de variété. Bon, c'était pas passionnant, mais enfin, on le faisait quand même. C'était moins fatigant. Mais sans ça, j'en ai fait pas mal. J'ai fait des soirées. J'ai fait des soirées dans les salons. Oh là là, de 10h à 5h du matin. Oui, j'ai fait des choses comme ça au début. Ben oui. Et vous avez rencontré Charlie Parker? Oui, bien sûr. À quelle occasion exactement? Oh, ben, je l'ai rencontré en allant à la maison Selmer. On s'est retrouvés là. Pas retrouvés, on s'est rencontrés parce que je l'avais jamais vu. Alors on s'est rencontrés là, puis je l'ai entendu jouer. Bon, il ne m'a pas converti, il ne m'a pas conquis, mais enfin, peu importe. J'ai même eu une place pour aller entendre son orchestre le soir à la salle Pleyel. Bon, je n'ai pas passé un bon moment. Non, ça ne m'a pas du tout intéressé. Je n'ai pas orienté vers cela d'ailleurs. Quelle préparation faisiez-vous avant chaque concert? Bah, pas de préparation spéciale. Quand on a un programme établi, on le connaît. Bon, tout ce que l'on peut craindre, c'est une panne de mémoire. Ça peut arriver, un trou, sans savoir pourquoi. Vous sans savoir par pourquoi. cœur? Ah oui, oui, toujours. Mais ça n'est pas difficile pour une chose qu'on connaît bien.
Mais quelquefois, on a des inquiétudes. Quand même, c'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois, mais en France d'ailleurs. Mais alors, à la répétition, heureusement, ça m'est arrivé à la répétition. J'étais obligé de reprendre le passage qui n'allait pas, de bien le situer là, vraiment. Puis le soir, j'y ai pensé. J'ai dit, il ne faut pas faire un mauvais aiguillage parce qu'on a vite fait de s'embarquer ailleurs, hein. C'est ça qui est terrible. De tourner en rond. Bon, mais non, à part ça, pas à me plaindre. Pas eu de panne, non. Heureusement. Ça, c'est désastreux. C'est encore de préparation, qu'est-ce que vous voulez? Non. La préparation, c'est d'essayer le son que l'on a avec l'ange que l'on a, parce que l'ange, ça travaille, comme vous connaissez ça aussi, hein. Alors, et puis selon les salles, il faut se méfier. Il y a des salles qui vous renvoient le son, plus ou moins. Il y a des salles qui vous vident carrément. C'est effrayant. Puis d'autres qui claquent, qui claironnent. C'est ça dont il faut se méfier. Surtout en Amérique, alors il y a des salles qui résonnent énormément. Même au Carnegie Hall, ça sonne, hein. Oh là là. À partir de quel moment vous vous êtes intéressé à l'enseignement? Ah, l'enseignement, alors ben ça, c'est venu petit à petit parce que j'ai eu des élèves qui venaient parce qu'ils m'avaient entendu jouer et à vrai dire, ils voulaient en faire autant. Bon, ils voulaient jouer comme ça. Alors je leur apprenais, comme je pouvais, ce que je faisais. C'est-à-dire que je leur apprenais surtout en jouant. Parce que ça, c'est la meilleure pédagogie, je crois. Bon, alors je jouais devant eux, puis j'essayais quand même au début de leur expliquer. Je dis au début parce qu'après j'ai approfondi la question. Alors à ce moment-là, interviennent beaucoup de choses différentes. Il n'y a pas que le souffle, l'attaque, tout ça. Bon, d'accord. Mais ça m'intéressait, j'en ai eu énormément d'élèves, énormément. J'en ai eu jusqu'à 70, c'est pas rien. Enfin, ils ne venaient pas tous les jours. Avant de rentrer au Conservatoire de Paris? Oui, en 1942. avant. Toute une période entre 1928, oui, même un peu avant, et puis mon entrée au Conservatoire. Alors là, j'avais énormément d'élèves. Pendant la guerre, j'en ai eu énormément aussi, pendant l'occupation. Mais à partir de ma nomination au Conservatoire, j'en ai eu beaucoup moins. Là, j'ai fait le tri. Là. Oui. Et connaissiez-vous Claude Delvincourt avant qu'il fasse appel à vous? Oui, ça s'est fait comme cela d'ailleurs. J'étais suivi par de nombreux compositeurs à l'époque. C'est ça qui a eu, c'est pas, qui a procuré cette possibilité de rétablir la classe là. J'avais des gens comme Darius Milhaud notamment, j'avais Honegger, Florent Schmitt, tout ça. Non, je vous cite les plus grands. Et puis d'autres aussi qui étaient partisans de faire une classe, de rétablir la classe, puisque la classe avait été supprimée en 1870. Et pour quelle raison? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, on faisait des économies. Oui. Il fallait faire des sacrifices. Alors. Et pourquoi a-t-il fallu attendre 72 ans avant de la réouvrir? Pourquoi? Parce qu'on avait changé sa façon de jouer. Qu'est-ce qui a donné l'essor au saxophone? C'est la façon de jouer qui a changé. Si on avait continué à le jouer, comme je l'ai joué moi pendant des années d'abord, pas, ben, il n'y aurait pas eu de classe, ça j'en suis certain. Il a fallu qu'on y ajoute cet élément expressif qui a donné, qui a montré toutes les possibilités de l'instrument, tout ce qu'il pouvait faire, comment il pouvait chanter, et chanter musicalement, pas n'importe comment. Bon, bien sûr, il faudrait même respecter certaines lois. La musique, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors, une question de style et tout cela. Bon, à partir du moment où on a considéré que le saxophone était un instrument comme les autres, je dirais même mieux que les autres par les instruments avant, car j'en ai honte un peu, mais on me considérait comme le meilleur soliste de tout Paris. Vous comprenez? À cause de cela. Alors, je n'avais rien fait pour ça. J'avais simplement, moi, voulu acquérir un son très expressif à l'instrument. Le jouer comme un instrument à cordes, si vous voulez, d'accord, oui. J'étais peut-être influencé par ça. Ça me tenait depuis longtemps, mais je ne l'avais pas réalisé. Mais j'en ai entendu à côté de moi qui avaient des sons expressifs. Ils m'ont influencé aussi. J'ai entendu des voix magnifiques, la voix. C'est un guide merveilleux. Et j'ai essayé d'en faire autant,
Et j'ai toujours essayé de me perfectionner davantage. Je peux dire que toujours ça a été ma préoccupation, la principale. Vous avez rencontré aussi le fils d'Adolphe Sax. Oui. Quelle était sa réaction lorsqu'il a su que vous étiez professeur? Sa réaction, je l'ai dans la lettre. Il s'en est réjoui profondément. Ah oui, c'est très heureux. Et pensez-vous qu'à l'heure actuelle, malgré l'effervescence de pièces modernes ou à but pédagogique, il soit toujours nécessaire de transcrire? Oui, je pense. Pour former le goût des instrumentistes, c'est mieux. Vous n'allez pas leur former le goût avec ce qu'on nous sert maintenant. C'est pas possible, voyons. Pas. Alors, il faut voir la fonction de l'instrument. Si on admet qu'il n'est bon qu'à jouer de la musique contemporaine, alors c'est pas la peine, ne nous fatiguons pas. Il n'y a qu'à faire de la barre fixe, c'est tout, les parallèles, si vous voulez. Bon, ça, c'est de la gymnastique, mais c'est pas de la musique, rien à voir. Par contre, de jouer des blanches et des noirs, ça, c'est de la musique. Et c'est difficile. C'est très difficile de tenir une note. Comme quand j'entends une chanteuse tenir une note parfaite comme ça, je dis, bon, ça va, compris. Ça va. Mais si c'est pas parfait, et c'est difficile. Si c'est pas parfait, c'est pas intéressant à suivre. Alors, les cabrioles, quand on vous demande de faire maintenant, oh, c'est du sport, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Vous avez eu beaucoup d'élèves étrangers. Oui. Est-ce que vous avez eu des divergences? Vous savez, cette façon de concevoir l'instrument a plu. Elle n'a pas plu seulement en France, où j'ai eu de nombreux adeptes, oui, mais ça a plu à l'étranger, en effet. Déjà en Amérique, je crois bien que c'est là que ça a commencé, la plus importante des croisades, oui. Et bien c'est en Amérique, j'ai eu des élèves qui sont venus à Paris. Un élève qui était dans le métier même, là-bas, à Boston. Et bien c'est un garçon qui a voulu tellement venir avec moi travailler. Il avait imaginé de venir pendant 3 mois, je sais pendant 3 mois. Il est resté à Paris pendant 3 mois, dans mon quartier, parce qu'il voulait que je le prenne souvent. Et il a fait de la boîte de nuit à Boston pour pouvoir payer les frais de son voyage et tout ça. Et ça, c'est formidable. Et un garçon qui était professeur à Boston. Pourquoi ne faisiez-vous travailler que le saxophone alto? Ma foi, parce que c'est le plus répandu. Et puis, enfin, quand on sait bien jouer de l'alto, je pense qu'on peut jouer n'importe lesquels des saxophones. Pour ce qui va vers le ténor c'est aussi ce sont des instruments qu'il faut pratiquer. Il faut avoir l'habitude de les jouer. C'est évident que si on passe de l'alto au ténor ou au soprano, il faut une certaine habitude. Mais on arrive bien à vaincre les difficultés. Si on a une bonne embouchure à l'alto, aux autres instruments, on arrive à se façonner en conséquence. La forme de la bouche reste la même, pas que ce sont les mêmes principes qui doivent guider le travail. Est-ce que vous avez continué de jouer lorsque vous avez pris votre retraite en 1968? Non. Pour quelle raison? Non. Parce que je ne pouvais plus d'ailleurs. Ça me gênait, ça me fatiguait. Le dernier concert que j'ai fait, c'était avec le Quatuor à Rome. Et on avait eu du succès. Et puis on a fait un bis. Et je croyais que je n'allais pas arriver au bout. Alors j'ai compris tout de suite que ce n'était pas la peine d'insister. Bon. Question pas
de souffle, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Enfin, j'ai abandonné. Que pensez-vous de la manière dont le saxophone est joué actuellement? Ben, vous savez, je ne l'entends pas, comme je vous dis à la radio, je ne l'entends pas. Mais j'ai eu l'occasion, quand je fréquentais les congrès, d'en entendre qui jouaient remarquablement. Le dernier congrès, et les concours aussi. J'ai entendu des concours à Aix aussi, le concours d'Aix, le concours de Gap, tout ça, j'ai entendu ça, c'était des gens remarquables. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences par rapport au moment où vous enseignez au conservatoire? Pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve qu'ils ont de belles sonorités, de très belles sonorités. Ah oui, pas tous évidemment, il y en a qui ont toujours, qui s'éloignent peut-être un peu de la question, mais pas tellement, pas tellement. On entend beaucoup de belles sonorités, je trouve. Quel avenir voyez-vous pour le saxophone? Ben, l'avenir, il est subordonné non pas à la qualité des instrumentistes qui sont de plus en plus valables. Il n'y a pas de doute. Avec l'enseignement qu'il y a maintenant, vous avez dans tous les conservatoires, Bichon, dont on parlait tout à l'heure, me disait il y a quelque temps au téléphone qu'il y avait 150 professeurs en France, dans les conservatoires, dans des écoles de musique. Il y en a partout maintenant, énormément. Est-ce que vous avez des regrets concernant votre vie de soliste ou votre vie de professeur? Non, non, non. Ben non, ça, faut savoir passer la main. Hein. Place aux jeunes. Faut savoir s'arrêter. Je me suis arrêté à temps, je crois. C'est pas la peine d'encombrer la place. Quand il y a des jeunes qui peuvent la prendre.